Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abder Isker, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, son dernier coup d'archet. Ici Maurice Renaud. L'été dernier, au cours d'un voyage aux Andelys, ayant appris qu'une vieille dame anglaise vivant en ce coin de Normandie depuis de nombreuses années avait très bien connu Conan Doyle, en raison de l'intérêt que je porte à cet auteur, je décidai de lui rendre visite. Cette dame, qui habite une maison délicieuse au bord de l'Eure, me reçut de façon charmante et me parla un long moment de son ami Conan Doyle, qui, à plusieurs reprises, avait séjourné chez elle. Elle me montra même, dans un coin de son salon, adossé au mur de la maison d'à côté, un petit bureau sur lequel Conan Doyle écrivit plusieurs de ses histoires de Sherlock Holmes. Puis, se tournant tout à coup vers moi, mon hôtesse me déclara à brûle-pourpoint. Et tandis que Conan lançait Sherlock dans une nouvelle enquête, savez-vous qui, de l'autre côté de cette cloison, écrivait dans la ville la voisine certaines aventures d'un héros qui devait lui aussi devenir légendaire? Et comme je restais intrigué, mon interlocutrice ajouta: Maurice Leblanc, tout simplement, qui lui aussi venait passer ici quelques moments de temps à autre chez une parente. J'étais stupéfait. Maurice Leblanc, le créateur de l'inoubliable Arsène Lupin. Ainsi, deux auteurs, dont chacun ignorait la présence de l'autre si proche, donnaient simultanément la vie aux deux héros de romans les plus célèbres de l'époque. Comme les voies de la destinée peuvent être étranges. J'ai interprété ce hasard comme un signe. Pour moi, cela était décidé, et après les enquêtes de Sherlock Holmes, le personnage aux exploits duquel nous devions vous faire participer ne pouvait être qu'Arsène Lupin. La nouvelle série d'émissions qui fera suite aux enquêtes de Sherlock Holmes sera donc Les aventures d'Arsène Lupin. Elle vous sera présentée par la même équipe que celle des enquêtes de Sherlock Holmes, c'est-à-dire le réalisateur Abder Isker et moi-même. Quant à l'adaptateur, ce n'est autre que Jean Marcillac, récemment lauréat du prix du Quai des Orfèvres. C'est à lui que le fils de Sir Arthur Conan Doyle avait fait appel pour les adaptations de Sherlock Holmes, et c'est encore à lui que Claude Leblanc, le fils de Maurice Leblanc, a eu recours pour les adaptations d'Arsène Lupin que nous vous présenterons bientôt. Soyez assurés que nous prendrons la même peine pour que les aventures d'Arsène Lupin soient pour vous aussi passionnantes que le furent les enquêtes de Sherlock Holmes. Il ne nous est pas encore possible, à l'heure actuelle, de vous fixer le jour et l'heure où passera cette nouvelle série, mais ce sera très prochainement, et vous en serez avisés en temps utile, aussi bien par les ondes que par l'annonce des programmes publiés dans la presse. Nous ne vous disons donc pas adieu, chers amis, mais à très bientôt pour votre rendez-vous hebdomadaire avec Arsène Lupin. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Ce soir, je vais vous raconter la dernière affaire dont s'occupa Sherlock Holmes avant de disparaître définitivement de la scène publique. Le dernier coup d'archet de cet incomparable virtuose. Certains détails ne me furent révélés qu'après coup, et aujourd'hui, je peux vous en faire le récit intégral. Voici. Nous sommes en 1914, le 2 août. Il est 9 heures du soir. Une puissante Mercedes de 100 chevaux vient de s'arrêter au bord d'une falaise, près de Douvres, devant une propriété isolée qui domine la mer. Le baron von Hörling, secrétaire de la légation allemande, descend de voiture. Il pénètre dans le parc et va rejoindre le maître de maison qui l'attend sur la terrasse. Sa silhouette se détache sur le ciel encore rouge des feux du soleil couchant. Bonsoir, von Bork. Bonsoir, monsieur le baron. Soyez le bienvenu. Vous êtes seul? Oui. Ma femme et les domestiques sont partis hier soir pour l'Allemagne. Il n'y a plus qu'une vieille servante irlandaise en qui j'ai entière confiance. Les événements? La guerre avec la France est inévitable. Vous pensez que l'Angleterre interviendra? Difficile à savoir. Il y a la Belgique. Les Anglais ont signé un traité d'assistance, je sais, mais que voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne sont pas prêts. Il est même inconcevable de constater que notre impôt de guerre de 50 millions n'a pas du tout réveillé ces gens-là de leur torpeur. De temps en temps, il y en a bien un qui s'étonne, je le rassure, un autre s'irrite, je le calme. Ils n'ont aucune réserve de munitions, et ils seraient bien incapables de repousser une attaque de sous-marins.
D'autant plus que nous les occupons suffisamment avec la guerre civile en Irlande et les suffragettes. Il ne faut pas trop se fier aux apparences. Je suis bien placé pour le savoir. Eh bien, si nous devons leur faire la guerre à eux aussi, nous la ferons. Le Kaiser n'hésitera pas. J'ai donc tout lieu de penser que je serai de retour à Berlin avant la fin de la semaine. Et attendez-vous à être reçu là-bas avec les honneurs qui vous sont dus, mon cher. Vous avez bien mérité de la vieille Allemagne. J'ai fait de mon mieux. Le sport m'a beaucoup aidé. C'est vrai. Vous chassez avec la gentry, vous faites partie de plusieurs clubs de voile, vous jouez au polo, votre attelage à 4 a remporté le Grand Prix et vous acceptez même, m'a-t-on dit, de boxer avec les jeunes officiers du roi. Oui. Résultat, personne ne me prend au sérieux. Pour eux, je suis un bon vieux type de sportif qui boit sec, fréquente les boîtes de nuit et mène une vie de bâton de chaise. Et pourtant, cette paisible propriété où vous recevez si joyeusement lords, généraux et amiraux est le centre d'où émane la moitié du mal fait à l'Angleterre. Bravo! Disons que les 4 années que j'ai passées dans ce pays n'ont pas été improductives. Venez que je vous montre mes richesses. Nous pouvons pénétrer dans mon bureau par cette porte-fenêtre. Permettez que je ferme et que je tire les rideaux. Voilà. Les papiers les moins intéressants, c'est ma femme qui les a emportés. Pour sortir d'Angleterre ceux qui sont restés ici, les plus importants, je réclamerai la protection de l'ambassade. Votre nom figure dans la suite personnelle de l'ambassadeur. Il n'y aura aucune difficulté pour vous et vos bagages. Je vous en remercie. Vos richesses sont dans ce coffre-fort? Oui. Le temps de l'ouvrir. Vous voyez ces 2 grandes enveloppes. Chacune porte un titre. Défense côtière, avion, Irlande, Égypte, fort de Portsmouth, sous-marin. Voilà le travail de 4 années, baron. Pas trop mal, n'est-ce pas, pour un osseur? Mais la perle de ma collection n'est pas encore ici. Je l'attends cette nuit et tout est prêt pour l'accueillir. Qu'est-ce que c'est? Le code complet des signaux de la marine, transmission, sémaphore, etc. Mais là-dessus, vous aviez déjà un excellent dossier. Oui, mais périmé. L'amirauté a été prévenue je ne sais comment et elle a intégralement changé son code. Mais grâce à mon carnet de chèques et à mon brave Monalty, le malheur sera réparé dans quelques instants. Restez que je vous présente ce collaborateur d'élite. Ah, ce serait avec joie, mais il faut que je parte. Vous pensez bien qu'en ce moment, la fièvre règne à Carlton Terrace et nous devons être tous à nos postes. Le secrétaire principal de la délégation allemande, tout le premier. Ce Monalty ne vous a pas fixé d'heure? Voici le télégramme qu'il m'a envoyé. Viendrai sans faute cette nuit, apporterai bougie d'allumage. Signé Monalty. Quelle bougie d'allumage? Je suis propriétaire d'un garage et dans notre code, chaque sorte de renseignement porte le nom d'une pièce d'automobile. S'il parle d'un carburateur, il s'agit d'un cuirassé. Vis platiné veut dire croiseur et bougie d'allumage correspond à signaux de la marine. Excellent. Combien payez-vous cet homme? 500 livres de prime. Et naturellement, il y a un fixe. Il est gourmand. Les traîtres sont utiles, je le sais, mais je ne les paie jamais qu'à contre-cœur. Eh bien, moi, je ne paie jamais Monalty à contre-cœur, car c'est un travailleur exceptionnel, qui me remet toujours de l'excellente marchandise. Et comment l'avez-vous connu? Il y a 2 ans, en Amérique, à Buffalo, entre Chicago et New York. Il m'avait été indiqué par le président d'une société secrète irlandaise et l'on décida que je prendrais contact avec ce garçon la nuit, au bord du lac Erie.
À l'endroit indiqué, je vis venir vers moi un grand garçon à barbe grise qui portait à la main une canne en ébène, ainsi que nous en étions convenus. Nous échangeâmes le mot de passe. Dieu est avec nous. Pour l'éternité. Marchons un peu. Il ne fait pas chaud. Si vous voulez. Je suis celui dont vous a parlé le président. Vous êtes irlandais? Oui. Mon père était révolutionnaire. Et les Anglais l'ont pendu. Avec ma mère, j'ai quitté Dublin. Et nous sommes venus nous réfugier en Amérique. Il y a longtemps? 12 ans. Ma mère est morte. Le président m'a dit que vous autres Allemands, vous voulez la peau des Britanniques. Oui, c'est exact. Et si vous voulez travailler pour nous, nous payons bien. L'argent m'intéresse. Mais surtout, il y a une chose que je me suis juré. Venger mon père. Alors, nous nous entendrons. Mais travailler pour vous, ça consisterait en quoi? En retourner en Grande-Bretagne et m'obtenir des renseignements d'ordre militaire. C'est dangereux. Mais passionnant. J'accepte. D'après ce qui m'a été dit, je peux vous faire confiance. Il paraît qu'avant de quitter l'Angleterre, c'est vous qui avez fait éclater la bombe de Trafalgar Square. Vous êtes bien renseigné? Je contrôle toujours ce qu'on me dit. Or, on m'a confié que l'attentat a bien été commis par un certain James Monalty. Compliment. Vous me donnez l'occasion de continuer la lutte. Je marche. Tous les crédits vous seront ouverts. Quand rentrez-vous en Angleterre? Je prends le Lusitania mardi prochain. Je serai à bord sous un autre nom. Nous aurons le temps de causer. Et vous me direz exactement quels renseignements vous attendez de moi. Tels furent mes premiers contacts avec cet Irlandais qui dès lors s'est montré envers nous d'une fidélité exemplaire. Attendez-le donc. Non, il faut que je parte. Soyez demain matin à Londres, de très bonne heure. Et en nous remettant le code des signaux de la marine anglaise, vous inscrirez un triomphal mot fin au chapitre de vos activités dans ce pays. Mais que vois-je du Tokai? Puis-je vous en offrir avant que vous repreniez la route? Non, merci. Monalty est connaisseur en vin, et il a une prédilection pour mon Tokai. C'est un personnage susceptible, et vous le voyez, je le ménage dans les détails. Vous avez raison. Au revoir, mon cher ami. Je vous reconduis. La nuit est splendide. Quelles sont ces lumières que nous apercevons là-bas? Ah oui. Quand je pense qu'avant 8 jours, d'autres lumières brilleront peut-être. La côte anglaise sera moins tranquille. Et le ciel pourrait ne pas être aussi paisible. Ah, vous savez? Oui. S'ils tiennent leurs promesses, nos éplins causeront au monde quelques surprises. À demain, baron. À demain, Bork.
Au moment où la voiture du baron von Hurling regagnait Londres, on sonna chez moi. Il était 9h30, 10h moins le quart, j'étais sur le point de me coucher. J'allais ouvrir, pensant qu'on venait me chercher pour un malade. Devant moi était planté un homme grand, maigre, à barbe grise. Docteur Watson. Oui? Puis-je vous parler en particulier? Mais certainement, si vous voulez entrer dans mon bureau. Pardon. Asseyez-vous. Merci. Y a-t-il longtemps que vous avez eu des nouvelles de votre ami Sherlock Holmes? Vous le connaissez? Ah, fort bien. Alors vous savez qu'il a pris sa retraite et qu'il vit depuis 7-8 ans au bord de la mer. Il y a même fort longtemps qu'il m'a écrit. Savez-vous où il est, actuellement? Non? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Ah! Où est-il? Dans ce bureau. Bonsoir, Watson. Ravi de vous revoir. Holmes! Oh, mais cette barbe grise, comment aurais-je pu me douter? Ah, mais n'est pas une fausse barbe. Bon, une fois, les poils sont bien à moi. Avec vous, sait-on jamais. Enfin, je vous revois. Il y a si longtemps que vous ne m'avez donné signe de vie. Qu'est-ce que vous devenez? Je suis sur une affaire. Mais comment? Je croyais que vous vous étiez retiré. Oui. Mais il va bientôt y avoir 3 ans. On m'a chargé d'une mission que je n'ai pas pu refuser. Le Foreign Office et le ministère de la Guerre ont su si bien me prendre que, malgré mon désir de rester dans mon coin, j'ai fini par dire oui. Il s'agissait de faire échec aux activités d'un espion allemand, un certain von Bork. Pour moi, il n'y avait qu'une solution, travailler pour lui. Qu'est-ce que vous me racontez? Et la solution idéale était de gagner sa confiance et de travailler pour lui afin de lui donner des renseignements faux et aussi de connaître les noms de certains traîtres qu'il payait grassement. C'est ainsi que le mois dernier, Scotland Yard a arrêté dans le plus grand secret un des meilleurs spécialistes de notre armement de guerre. Formidable. Mais vous, comment avez-vous pu vous faire engager? Je savais que ce von Bork devait aller aux États-Unis pour des contacts importants en prévision d'une guerre possible. Alors j'ai joué la comédie irlandaise. Avec d'autres Anglais habitant Chicago et Buffalo, nous avons formé une société secrète, nous faisant passer pour des Irlandais décidés à favoriser la lutte contre l'Angleterre. Tout ceci était monté uniquement en prévision de la venue aux États-Unis de von Bork. Quand il s'est trouvé à Buffalo, je connaissais le programme de son voyage. Mais comment? Je vous le dirai plus tard. Quand il était à Buffalo, nous avons joué le grand jeu. Le soi-disant président de notre société secrète s'est arrangé pour le contacter et il m'a recommandé chaudement à lui, disant que c'était moi qui avais fait éclater une bombe il y a quelques années à Trafalgar Square. Et il l'a cru? Oh, il a vérifié. Ces espions de Londres lui ont confirmé que l'auteur de cet attentat s'appelait James Monelty et échappé de prison peu après son arrestation. Or, j'avais eu soin de me confectionner des papiers d'identité américains au nom de ce James Monelty. Oui. Alors, von Bork est tombé dans le panneau. C'est ainsi que, depuis 2 ans, je lui fournis des chiffres faux qu'il transmet fièrement aux amiraux du Kaiser. Merveilleux, merveilleux. Mais pourquoi êtes-vous venu me voir plus particulièrement ce soir? Parce que cette affaire se termine cette nuit. C'est définitivement mon dernier coup d'archet. Et il ne saurait y avoir d'accord final sans vous, mon bon Watson. Holmes, si vous saviez combien je vous suis reconnaissant de cette pensée. Me voici rajeuni de 10 ans. J'ai ma voiture en bas. Je vous emmène. Où ça? Près de Douvres. Je vous expliquerai tout en route. J'étais un peu abasourdi, mais follement heureux et excité au plus haut point par cette ultime aventure qui se trouvait liée si étroitement aux menaces d'une guerre à peu près inévitable. Il était 4 heures du matin quand Sherlock Holmes arrêta sa voiture devant la propriété de von Bork.
Je vais rejoindre le maître de maison dans son bureau du rez-de-chaussée. Marchez derrière moi à quelque distance. Et pendant que je serai en conversation, tenez-vous dans le salon à côté, prête à toute éventualité. Je suivis Sherlock Holmes avec beaucoup de prudence. Quand Von Bork eut entendu des pas sur le gravier, il ouvrit la porte-fenêtre de son bureau. C'est vous, Monalty? Oui. Bonsoir. Entrez. Attendez que je ferme cette porte-fenêtre. Et les rideaux. Voilà. Alors, les documents. Ici, dans ce paquet. Tous les signaux, toutes les transmissions, sémaphores, code des projecteurs, Marconi, etc. Tout. Bravo, bravo. Donnez vite que je les mette dans le coffre. Quoi? Vous voulez mettre ça dans un truc pareil? Oui. Et on vous prend pour un espion de grande classe? Mais n'importe quel cambrioleur américain vous ouvrirait ça avec un ouvre-boîte de conserve. Mais... heureusement que de ma propre main, je ne vous ai jamais écrit une ligne. Parce que des papiers enfermés dans un machin pareil... C'est ce qui vous trompe. Un cambrioleur, fût-il américain, est dans l'impossibilité d'ouvrir ce coffre. Le métal est inattaquable. Admettons. Mais la serrure... Elle est à double combinaison. Vous savez ce que ça veut dire? Un peu. Pour que la porte s'ouvre, il vous faut un mot et un nombre. Je vois qu'on ne peut rien vous apprendre. Et le cercle extérieur est pour les lettres, et le cercle intérieur pour les chiffres. Bravo. J'ai fait faire ce coffre il y a 4 ans. Savez-vous quel mot et quel chiffre j'ai choisi? Non. Je peux bien vous le dire aujourd'hui, puisque je quitte cette maison demain matin. Cela tire plus à conséquence. Eh bien, j'ai choisi août 1914. Et aujourd'hui, mon cher, nous y sommes. C'est formidable. Vous êtes prophète. Même dans mon pays, je n'en connais pas un seul qui aurait été capable de prévoir cette date. Et demain matin, je file. Dans ce cas, il faudrait bien vous occuper un peu de moi. Je ne tiens pas du tout à rester dans ce sacré pays. D'ici quelques jours, j'ai l'impression que le lion anglais va se dresser sur ses pattes de derrière et il va devenir enragé. J'aimerais mieux me trouver de l'autre côté de la mare aux harengs. Mais vous êtes citoyen américain. Jack Bolton, lui aussi, était citoyen américain. N'empêche qu'il est en prison à Portland. Pour les policiers anglais, vous savez que ce n'est pas une référence d'être citoyen américain. Ils vous répondent, nous, on ne connaît que la loi anglaise. D'ailleurs, à propos, puisqu'on en vient à parler de Jack Bolton, vous ne faites pas grand-chose pour couvrir vos agents. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous avez fait pour sauver Jack? Ce qui lui est arrivé est de sa faute. T'es pas assez malin pour ce genre de travail. Et Hollis? Lui, c'était un fou. Oui, d'accord. Sur la fin, il est devenu un peu cinglé. Mais avouez qu'il y a de quoi perdre les pédales quand il faut jouer la comédie du matin au soir à des gars qui sont tout prêts à vous lâcher les policemen au derrière. Et si nous parlions un peu de Stener? Quoi, Stener? Il lui est arrivé quelque chose? Il vient de se faire épingler. Imbécile. Et pendant qu'il essaiera de sauver sa tête, vous serez en sécurité à Berlin. C'est pourquoi j'aimerais autant passer l'eau avec vous. Mais enfin, comment ont-ils pu démasquer Stener? Ça, c'est le coup dur. Eh bien, attendez-vous à un coup encore plus dur. Quoi? La police est à mes trousses. Ma logeuse a reçu la visite de policiers qui l'ont interrogé sur moi. Ce que je voudrais bien comprendre, Von Bork, c'est comment les flics sont au courant. Stener est le 5e agent que vous avez perdu depuis que je marche avec vous. Je connais le 6e, si je ne fiche pas le camp en vitesse. Comment expliquez-vous ça? Vous n'avez pas honte de voir vos hommes torpiller les uns après les autres? Comment osez-vous me parler sur ce ton? Si je n'osais pas, je ne serais pas à votre service. Monalty! Nous avons été associés trop longtemps pour nous disputer maintenant, à l'heure de la victoire.
Vous avez fait un merveilleux travail. Et vous avez pris des risques que je n'oublie pas. Filez en Hollande par n'importe quel moyen. À Rotterdam, vous trouverez un bateau pour New York. Aucune autre ligne ne sera sûre dans une semaine. Donnez-moi ce code que je vais l'emballer avec le reste. Eh bien quoi? Donnez! Minute. Et l'argent? 500 livres. Parce que c'est 500 livres qu'il me faut. X33 est devenu gourmand. Et il a fallu que je l'arrose de $100 supplémentaires. C'est cher. C'est comme ça. Vous voulez l'argent avant de me donner le bouquin? Vous n'avez pas confiance en moi? Entre fort bon. Soit. Je vais vous faire un chèque. Non. Je veux du liquide. Soyez satisfait. Voici 5 liasses de 100 livres. Une seconde. Vous y toucherez quand j'aurai vérifié le contenu de votre paquet. C'est de bonne guerre. Le mot est de circonstance. Donnez-moi ce paquet. Voici. Qu'est-ce que ça veut dire? Manuel pratique d'apiculture? C'est à ce moment que Sherlock Holmes bondit sur l'Allemand. Il l'étreignit d'une main de fer et lui écrasa sur le nez un tampon de chloroforme. Watson! Watson! Watson, vous pouvez venir. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Aidez-moi à étendre ce monsieur sur le canapé. Voilà. Merci. Maintenant, attendez. Une seconde. Là, voilà. Ligotons-le. Parfait. Vous permettez que j'ouvre la fenêtre? Volontiers, oui. Car nous allons boire à la santé de ce dormeur un petit verre de Tokay, et les vapeurs du chloroforme ne conviennent guère à un vin aussi délicat. Ce vin provient, paraît-il, de la cave personnelle de François-Joseph à Schönbrunn. Exquis, en effet. Watson, auriez-vous l'obligeance de sonner? Il reste dans cette maison la vieille Martha qui a tenu admirablement son rôle. Martha s'est fait engager ici comme servante bien avant mon séjour en Amérique, et c'est elle qui, depuis, m'a toujours tenu au courant de tout. Et entrez. Bonsoir, monsieur Holmes. Oh, mon Dieu! Le pauvre monsieur! Ne craignez rien, Martha. Nous ne lui avons fait aucun mal. Ah, tant mieux. D'un certain point de vue, il a été un bon maître. Il voulait que je parte hier avec sa femme pour l'Allemagne. Mais ça n'était pas dans vos plans, n'est-ce pas, monsieur? Non, pas précisément, Martha. Aujourd'hui, monsieur a mis 8 lettres à la poste. J'ai noté des adresses comme d'habitude. Merci, Martha. Nous verrons cela à Londres vers midi. Vous viendrez me rejoindre à l'hôtel Claridge où je suis descendu. Bien, monsieur Holmes. Vous pouvez aller prendre un peu de repos. Vous l'avez bien mérité, Martha. Merci, monsieur. Et maintenant, Watson, ouvrons le coffre-fort puisque cet imbécile m'a livré la combinaison. Et grâce à moi, tout ce qui se trouve là-dedans est faux. Archi faux. Mais demain matin, je vais livrer moi-même tous ces papiers acquis de droit de la part de von Bork, momentanément empêché. Et mes vieux jours s'éclaireront d'une lueur de gaieté à la pensée d'un croiseur allemand, remontant la Tamise en se fiant au plan de mine que j'ai fourni. Mais ils vont vous réclamer le code des signaux de la marine anglaise. Je le leur donnerai. Il est dans ma chambre du Claridge.
Entièrement faux, bien entendu, comme le reste. Mais pourquoi avoir apporté à von Bork un traité d'apiculture? Parce que j'en suis l'auteur, Watson. Le petit monde de mes abeilles n'a plus de secret pour moi. Et je ne déteste pas de rire un bras. Eh bien, von Bork, vous sentez-vous mieux? Oh, Schwann! Ah! Bien que peu musical, l'allemand est la plus expressive de toutes les langues. Je vous vaudrais ça. Devrais-je y consacrer toute ma vie? J'ai déjà entendu ce genre de menace. C'était le leitmotiv préféré de feu le professeur Moriarty et du colonel Sebastian Moran. Ça n'empêche pas que je suis toujours en vie et que j'élève des abeilles dans les South Downs. Qui êtes-vous donc? Je me suis occupé autrefois d'un certain nombre d'affaires en Allemagne et mon nom ne doit pas vous être tout à fait inconnu. Et alors dites-le. C'est moi qui ai provoqué la séparation entre Irène Adler et le défunt roi de Bohême. C'est encore moi qui ai épargné au comte von Grafenstein, frère aîné de votre mère, d'être assassiné par le nihiliste Klopman. Sherlock Holmes? Eh oui, pour vous servir. Mais alors, tous les renseignements que vous m'avez donnés sont faux. Ne m'en veuillez pas, mais votre amirauté découvrira peut-être que nos nouveaux canons sont plus gros et que nos croiseurs plus rapides qu'elle ne l'escompte actuellement. Oh, canaille! Vous savez bien que je ne suis pas plus canaille que vous. Nous sommes deux patriotes et nous travaillons chacun pour notre pays, voilà tout. Watson, aidez-moi à porter notre prisonnier dans la voiture. Vous n'êtes qu'un particulier, vous n'avez aucun mandat pour m'arrêter. Tout dans votre procédé est illégal et insultant. D'accord. Vous n'avez pas le droit de kidnapper un sujet allemand. Ni de lui dérober ses papiers, vous avez tout à fait raison. En traversant le village, je crierai au secours. Alors, si vous faisiez cela, vous augmenteriez aussitôt le nombre des enseignes de ce charmant pays. Aux Prussiens pendus. Vous voyez ça d'ici? L'anglais est patient, mais depuis quelques jours, la moutarde lui monte légèrement au nez. Non. Von Bork, croyez-moi. Laissez-vous conduire gentiment à Scotland Yard. C'est ce qu'il y a de plus raisonnable. Ainsi se termina cette aventure qui fut un des préludes de la Première Guerre mondiale. La mobilisation générale fut décrétée en France et l'Angleterre se préparait à intervenir. Une dernière fois, Sherlock Holmes voulut faire un pèlerinage à notre vieil appartement de Baker Street, où nous avions vécu tant d'affaires passionnantes. En redescendant, nous traversâmes la rue et nous allâmes dire bonjour au vieux John. Salut, John! Oh, monsieur Holmes. Et vous aussi, docteur Watson. Comme je suis content de vous voir. Moi aussi, John. Alors, Toujours solide au poste. et comme vous voyez, monsieur Holmes, mais tous les deux, vous me manquez rudement. Sans vous, Baker Street, c'est plus ce que c'était. Et avec cette guerre, qu'allez-vous faire? Vous savez qu'on craint les zeppelins. Oh, pensez-vous, ils viendront jamais bombarder Londres. Moi, malheureusement, je suis certain qu'ils viendront. Et moi aussi. C'est pourquoi je veux faire mon devoir, comme les autres. Je viens de m'engager comme brancardier. Brancardier? Mais mon pauvre John, vous n'avez qu'un bras. Oui, pour apitoyer la foule. Mais quand l'Angleterre est en danger, je redeviens régulier, plus de trucage. Quand il y aura des blessés à emmener, faites-moi confiance. Je me servirai de mes deux bras, comme tout le monde. Sacré John. Au revoir, John. Au revoir, messieurs. Eh bien, Holmes, qu'est-ce que vous avez? Je suis furieux. Contre qui? Contre moi. Pourquoi ça? Parce que dans ma vie, j'ai démasqué les bandits les plus habiles. J'ai percé les mystères les plus insondables. Et pas une seconde, m'entendez-vous? Pas une seconde, je ne me suis douté que notre vieux joueur d'orgue de barbarie
n'était pas plus manchot que vous et moi. Et qu'il avait ses 2 bras comme tout le monde. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre son dernier coup d'archet, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec, dans le rôle de Sherlock Holmes, Georges Descrières, sociétaire de la Comédie Française. Dr. Watson, Pierre